Vous parlez, les dirigeants européens en général, d'un partenariat avec l'Afrique. Mais il faut faire attention, parce que le mot partenariat est un mot qui a un sens, qui a une signification. Un partenariat, ça veut dire travailler ensemble à des objectifs communs dans le respect de l'autre. Ça veut dire que partenariat est évidemment incompatible avec toute approche impériale, néocoloniale, etc. Alors partenariat, c'est effectivement partager les meilleures technologies de santé, effectivement, et utiliser les brevets pour refuser de partager cette technologie avec les pays africains, ça, c'est une approche néocoloniale. Partenariat, c'est respecter tous les réfugiés qui viennent de l'Ukraine et tous les réfugiés en général, peu importe la couleur de leur peau. Et enfermer des réfugiés africains, ça, c'est une approche néocoloniale. Partenariat, c'est aussi accepter que les Africains développent leurs propres alliances, leurs propres voies, sans que l'Europe vienne faire la leçon, parce que ça aussi, ça serait une approche néocoloniale. Alors, décortiquons une à une ces politiques européennes et voyons si nous sommes dans l'impérialisme, le colonialisme ou la coopération et le partenariat. Parlons du Sahel d'abord. Évidemment, nous voulons tous la paix, la stabilité, la sécurité, nous en avons besoin. Mais quand des dirigeants européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région, je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment, aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. Prenons aujourd'hui les conséquences de ces interventions. Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contestés parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. Alors ça, il faut quand même peser l'impact de cette intervention européenne ou des pays européens. Alors moi j'entends que les peuples du Sahel veulent se libérer de la subordination à l'Europe, qu'elle soit militaire, économique, monétaire. Et je pense que si l'Europe veut un partenariat avec l'Afrique, nous devons entendre ce cri des peuples aussi au sein de cette Assemblée. Alors, la démocratie est essentielle, mais elle vient avec la souveraineté et le droit à l'autodétermination, évidemment. Et alors, mettons fin au franc néocolonial CFA, mettons fin à la dette qui asphyxie et mettons fin au pillage des ressources naturelles, mais aussi au pillage des poissons des mers par des navires européens. Et seulement alors nous posons les bases d'un véritable partenariat d'égal à égal qui nous fera avancer tous ensemble. Parlons de la guerre en Ukraine, une guerre criminelle contre un pays souverain, une violation de la Charte des Nations Unies sans aucun doute. Une question que je me pose, c'est dans sa réaction à cette guerre, est-ce que l'Union européenne a suffisamment tenu compte des intérêts des pays africains? L'Europe a-t-elle pensé, pendant qu'elle a imposé les sanctions, une seule seconde à l'impact que ça aurait sur les pays africains dépendants de la région pour, par exemple, les céréales ou le blé? Je ne le pense pas. Nous le savons, les risques de prix, de pénurie, de hausse de prix est énorme. Alors nous avons besoin aujourd'hui, les Ukrainiens y ont intérêt, les Africains y ont intérêt, le monde entier à ce que ce conflit s'arrête. Et pourtant, l'Union européenne n'a toujours pas pris une seule grande initiative diplomatique. Nous le savons, cette initiative ne viendra pas de Washington, mais nous avons intérêt à la prendre, parce que la seule alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale, et ça, personne n'y a intérêt. Alors essayons de prendre cette initiative diplomatique et arrêtons cette guerre par les négociations, par les pourparlers. Parlons maintenant politique de santé. C'est ici, je pense, que la rhétorique, la différence entre la rhétorique et la réalité s'exprime de manière la plus claire. Officiellement, nous étions tous solidaires face à la pandémie, mais dans la réalité, quand l'Union africaine nous a demandé de partager la technologie du vaccin et des thérapies en levant les brevets, l'Union européenne, la Commission européenne a fait obstruction, a refusé de partager la technologie. Pourquoi? D'une part, pour protéger le monopole technologique des entreprises pharmaceutiques européennes, et d'autre part, parce que cette nouvelle technologie ARN messager pourrait aussi servir à l'avenir pour produire d'autres vaccins. Donc plutôt de partager la technologie et de se battre ensemble contre tous les défis futurs aussi,
En matière de santé publique, la Commission européenne a donné priorité aux profits et aux monopoles technologiques. Et ça, franchement, ce n'est pas un partenariat, ça vraiment, c'est une vision néocoloniale ancienne avec laquelle nous devons rompre aujourd'hui. Considérons la question de l'enseignement, de l'éducation. En théorie, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est important, évidemment. Tout le monde le clamera haut et fort. Mais quand même, nous voyons qu'aujourd'hui, sous la pression du Fonds monétaire international, et nous connaissons les liens aussi entre l'Union européenne et le Fonds monétaire international, symboliquement, d'une part, l'ancienne présidente du FMI est maintenant présidente de la Banque centrale européenne. D'autre part, la présidente maintenant du FMI, c'est une ancienne commissaire européenne. Donc voilà, ça ressemble parfois un peu à des arrangements entre amis. Mais soit, ce Fonds monétaire international conseille, fait pression aujourd'hui sur différents États, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour réduire les dépenses publiques. Mais ça veut dire aussi réduire les dépenses pour l'enseignement, les ressources possibles et disponibles pour l'enseignement. C'est quoi comme contradiction? Dire d'une part que l'enseignement c'est important, mais entre-temps pousser les États à réduire les dépenses publiques. Ça n'a pas de sens. Donc si l'Union européenne est sérieuse dans son partenariat pour l'enseignement, alors il faut arrêter, il faut prendre ses distances, rompre avec ces politiques du Fonds monétaire international. Permettez-moi en commerce et coopération d'être un peu terre à terre, un peu concret. Tout d'abord, un vrai partenariat devrait voir effectivement la fin des accords de partenariat économique iniques. On devrait arrêter d'utiliser les régimes commerciaux préférentiels comme outil géopolitique. Et pour être plus terre à terre aussi, est-ce que ceci va signifier que nous n'écoulerons plus le poulet européen sur les marchés africains, étouffant littéralement le poulet africain? C'est des questions qui se posent, mais il y a une question plus importante. Dans le cadre de ce partenariat, vous savez que la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a calculé que l'Afrique, seulement en flux illicites, perd 89 milliards de dollars par an. Alors l'Europe peut arrêter ça, peut y contribuer avec un registre mondial financier, avec une vraie liste noire des paradis fiscaux, une vraie transparence, mais elle ne le fait pas. Et du coup, ce pillage financier économique aux relents néocoloniaux continue. Alors c'est le moment pour un vrai partenariat de mettre fin à cela aujourd'hui et pas demain. Parlons politique climatique. Aujourd'hui, nous nous rappelons tous du ministre des Affaires étrangères du Tuvalu qui, les pieds dans l'eau, demandait une action plus ambitieuse en matière climatique parce que son pays risque tout simplement de disparaître. Les pays de l'Union européenne, vous le savez, sont responsables depuis le début de l'ère industrielle de plus ou moins un quart de toutes les émissions de CO2, l'Afrique, moins de 3%, je crois, et les pays insulaires, moins de 1%. Et pourtant, ce sont eux qui souffrent aujourd'hui les conséquences les plus sérieuses, les pires. Et alors, que devrait faire un partenaire sérieux? Tout d'abord, il devrait tout faire pour soutenir et sauver ces pays. Et là, on voit que malheureusement, l'Union européenne réduit seulement ses émissions, veut réduire seulement de 55% d'ici 2030, tandis que la science demande 65%. Nous voyons que dans la vraie vie, pour garantir les profits des multinationales européennes, on ne partage pas les meilleures technologies climatiques avec les pays africains et autres. Et finalement, je veux conclure là-dessus, nous ne respectons pas en tant qu'Union européenne les promesses faites aux pays en développement par rapport aux moyens pour s'adapter au changement climatique. Alors pouvons-nous vraiment parler d'un partenariat respectueux et équilibré? Je ne le crois pas.